ça. Donc, on voit bien que dans ce film, il y a quand même pas mal d'ombre sur cette affaire, avec peut-être une complicité de l'État, puisqu'il y a, on le sent, un peu une vocation à un peu masquer des choses. Il y a beaucoup de questions, j'imagine, et je pense que déjà pour y répondre, on peut déjà écouter ce que Valérie peut nous dire, puisqu'elle est, elle, enfant déportée en fait de La Réunion vers le département de la Drôme, si je ne me trompe pas. Et voilà, si vous pouvez nous raconter, voilà. D'abord, je tiens à remercier M. Boana de nous avoir invités et je vous remercie d'être là pour écouter nos témoignages. Donc, je me présente, Valérie Andonson, et j'ai été exilée à l'âge de 3 ans dans la Creuse. Toute ma fratrie a été exilée dans la Creuse, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à Guéret, le premier contingent. Nous avons tous été séparés. Moi, je me suis retrouvée, je faisais partie des petits, donc je me suis retrouvée à l'hôpital puisque je souffrais de malnutrition. Et par la suite, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil où j'ai été maltraitée pendant 4 ans. À l'âge de 7 ans, j'ai été adoptée par une famille aimante. Mais là, je vais dire que je me posais énormément de questions parce que je me suis retrouvée dans un village à côté de Guéret où j'étais la seule petite noire, quoi. Donc, quand je suis arrivée chez mes parents adoptifs, je me suis demandé où j'étais. Qu'est-ce qui allait m'arriver? Et là, mes parents se sont présentés comme mes parents. Voilà. Donc, à force de me marteler, nous sommes tes parents. Voilà, ma mère me présentait une photo de mon père en disant « Regarde, ton papa, il est un petit peu noir », parce que je me suis toujours posé cette question, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant des années, j'ai vécu dans ce mensonge-là, c'est-à-dire que mes frères et sœurs étaient à Guéret. On se croisait dans Guéret sans savoir qu'on était frères et sœurs pendant des années. J'ai souffert du racisme parce que ça a été une horreur. Hein, dans la Creuse, ça a été quelque chose... il y a eu des parcours inhumains, ça j'en reviendrai. Et c'est qu'à l'âge de 16 ans, ma maman qui me demande d'aller chercher un document dans l'armoire, enfin non, quelque chose dans l'armoire, et là, je suis tombée sur un document. Alors pour moi, qui me prouvait qu'en fin de compte, toutes ces années de questionnement étaient vraies. Là, je me suis retrouvée adoptée. Mon monde s'est écroulé, ça a été pour moi un tsunami, à l'âge de 16 ans, adolescente. Et là, ma mère m'a quand même dit, voilà, tu as été adoptée, tu t'appelais... Quand je suis partie de La Réunion, je m'appelais Marie-Germaine Périgogne. Et je me suis retrouvée avec un nouveau nom, un nouveau prénom et un nouveau lieu de naissance. Aujourd'hui, je suis civilement née en Creuse. Donc, ce qui prouve qu'il y a eu quand même falsification d'état civil. Et quand je vois, c'est vrai, quand je vois le témoignage de mes compatriotes, dire qu'ils sont passés à la pouponnière, moi aussi je suis passée à la pouponnière, et on était dans des box, comme des animaux. Donc, non, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de retrouver ma famille, mes frères et sœurs, et là, donc, j'ai retrouvé mes frères et sœurs. Et bon, j'ai fait ma vie, je suis restée 40 ans dans la Creuse. Entre-temps, j'ai un frère qui s'est pendu à l'âge de 32 ans puisqu'il ne supportait pas. Il a eu beaucoup de difficultés à comprendre cette histoire, il n'a pas supporté. Lui, il fait partie de ceux qui sont partis, il avait plus de 10 ans, quoi. Et donc, j'ai fait ma vie, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et après, je me suis dit, après tout, c'est peut-être qu'un petit groupe qui était concerné. Bon, on était tous dans la Creuse. Bon, je dis, c'est un petit groupe. Et quand j'ai su, en 2002, Jean-Jacques Martial qui porte plainte contre l'État pour séquestration, viol, vol, bref, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fin de compte, j'ai décidé de repartir à La Réunion. Donc, à 43 ans, je suis partie à La Réunion à la recherche de mes racines et comprendre ce qui s'est passé. Et là, en fin de compte, les portes sont restées fermées. Je suis restée à La Réunion pendant 9 ans
et les portes sont restées fermées. Je n'ai pas accès à mon acte de naissance original. J'ai retrouvé mon parrain grâce à une radio locale, j'ai retrouvé des cousins, des cousines. Qu'est devenue ma mère? Ça, a priori, elle est décédée, elle avait 28 ans. Où est-elle enterrée? Je ne sais pas. Voilà. Et l'année dernière, je suis allée à la réunion avec les experts de la Commission nationale et j'ai appris que mon père biologique est en vie. Donc cette année, j'y retourne au mois de décembre pour essayer d'avoir des contacts. Et je suppose que j'ai aussi des demi-frères et des demi-sœurs. Et actuellement, ma sœur, j'ai une grande sœur qui est en psychiatrie régulièrement. Donc mon parcours, c'est un parcours parmi tant d'autres. Nous avons tous un parcours différent, plus ou moins dur, parce qu'il y en a qui ont réussi malgré tout. Mais on a tous ce point commun, c'est le déracinement. On nous a arrachés de notre île, de nos repères, de nos familles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Michel Debré a mis ce système en place pour prélever le maximum d'enfants de la Réunion, pour repeupler les départements de la métropole. Et cette histoire est connue sous le nom des enfants de la Creuse parce que ça a été le premier contingent où il y a eu plus d'enfants. Il faut savoir que le foyer de Guéret a été construit exprès pour nous, c'est-à-dire qu'il a été terminé en 66, il a été construit pour nous. Quand on est arrivé dans ce foyer, on était tellement nombreux qu'ils ont mis des matelas par terre, les petits couchés par terre, il y en avait partout. En fin de compte, ils se sont retrouvés face à quelque chose qu'ils n'ont pas pu gérer. Aujourd'hui, nous menons le combat, c'est-à-dire que nous avons décidé, que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc Michel Debré décide de prélever le maximum d'enfants. Il y a 64 départements qui sont quand même concernés. Hein. Et en 2002, Jean-Jacques Massel porte plainte. Et là, le combat commence. Mais voilà, c'est lent, on n'en parle pas assez. Voilà. Et en 2014, le 18 février 2014, Erika Baretch, qui était donc députée de La Réunion, décide de porter à l'Assemblée nationale une résolution qui a été votée. L'État français reconnaît son erreur et doit mettre tout en œuvre pour que l'histoire, que nos histoires soient nos histoires, enfin qu'on puisse avoir, comment dire, qu'on connaisse le parcours, nos parcours. Et donc par la suite, nous avons décidé de fédérer. Parce qu'il y a plusieurs associations qui œuvrent pour cette reconnaissance. Et donc, nous avons mis en place une fédération pour continuer le combat dans les mêmes objectifs. Mais la résolution, ce n'est pas un papier qu'on laisse dans un tiroir et qu'on ferme. Donc, on a décidé, on est monté X fois au ministère des Outre-mer. On a rencontré Georges Paul-Angevin qui a mis en place une commission nationale de 5 experts, composée de sociologues, d'historiens et même d'un ancien directeur de la DAS. Et cette commission a été mise en place pour faire la lumière sur cette histoire. Et ils travaillent énormément. Ils font un travail gigantesque et franchement, nous sommes fiers, nous sommes heureux que cette commission soit mise en place. Et donc, oui, c'est en février. C'était en février 2016, la mise en place de cette commission. Et là, cette année, nous avons fait ce qu'on appelle un point d'étape de cette commission nationale. Erika Baretch, donc ministre des Outre-mer, a décidé de faire 3 propositions. La première, c'est les billets d'avion, que l'on puisse au moins retourner sur notre île natale avant que l'on meure. La deuxième, c'est une cellule psychologique, parce que je peux vous assurer que le traumatisme est très présent aujourd'hui. Et la troisième, c'est la cellule juridique, que l'on puisse avoir une liste des victimes pour que les parents puissent savoir où sont leurs enfants et que les enfants puissent retrouver leurs parents. Mais cette liste, elle sera, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, protégée, voilà, par la CNIL. Mais on a besoin de ça. Quand je vois cette mamie Savrimoutou, la grand-mère qui a retrouvé, là, elle a retrouvé ses enfants en début d'année. Aujourd'hui, j'ai des compatriotes qui viennent de retrouver leurs parents.
je suis désolée, je suis dans l'émotion parce que au bout de tant d'années, 40 ans, 50 ans, retrouver ses parents, retrouver ses enfants, il y a aujourd'hui des compatriotes qui ne savent même pas qu'ils font partie du dispositif. 2150 enfants ont été recensés. Et je dis au moins 2150. Parce que ça peut évoluer, ce chiffre peut évoluer. Le bilan final est prévu en février 2018. Voilà, donc je me suis un petit peu présentée, j'ai un petit peu présenté le parcours collectif, mais je peux vous dire que oui, il y a des parcours inhumains, et quand je dis inhumains, et on peut associer notre histoire à de l'esclavage moderne, parce que j'ai des compatriotes dans la Creuse qui étaient considérés comme de la main-d'œuvre gratuite, maltraités. Il y en a qui ont été violés, des garçons comme des filles. Voilà, donc je pense que cette histoire, c'est une page sombre de l'histoire française, et nous devons en parler. C'est quand même plus de 2000 enfants. Voilà. Donc, si Mireille, tu veux dire un petit mot avant, si vous avez des questions. Merci beaucoup, merci. Mireille va se présenter. Je m'appelle Mireille Juglaret. Et... À peu près du micro. Et donc, je suis présidente de la Fédération des enfants déracinés des Drômes. Je suis, après avoir revu le film et reconnaître toutes ces personnes qui ont témoigné, nous les connaissons bien et je suis émue aussi. Donc moi j'ai connu cette affaire des enfants de la Réunion en lisant le livre d'histoire d'Ivan Jablonka qui s'intitule « Enfants en exil ». Ça m'a tellement bouleversée que je suis allée voir sur Internet, comme font beaucoup de gens, et j'ai pris contact avec l'association Racines en l'air, dont fait partie Valérie, et on a bavardé, on a échangé, et voilà, j'ai décidé de faire partie, pour commencer, de faire partie des soutiens de cette cause qui me touchait profondément. Et puis les rencontres, les échanges, les douleurs que j'ai pu rencontrer ont fait que je me suis de plus en plus investie dans cette cause. Et voilà, j'ai été élue présidente en septembre dernier. Et voilà, on continue. C'est un groupe qui est très motivé, avec des idées différentes, bien sûr, avec des points de vue et des revendications différentes, mais on avance et on fait tout ce qu'on peut pour que ces enfants, qui sont devenus bien sûr des adultes, puissent recontacter leur histoire, parce que sans des humains, sans connaître leurs racines, ils ne savent pas bien qui ils sont. Donc voilà, c'est extrêmement important qu'ils puissent, comme vous avez pu voir là, Jean-Bernard et Sylvie, vous avez pu voir comme ils étaient Jean-Thierry également, combien ils étaient émus de pouvoir rencontrer des fratries qui ne savaient pas, dont ils n'avaient pas connaissance, de retrouver des lieux, de retrouver des odeurs. C'est ce qui fait que, humainement, comment on grandit avec des liens affectifs, mais aussi avec un environnement, avec les odeurs, les sensations, le visuel, la manière dont on nous parle, parce que ce qui n'a pas été suffisamment dit peut-être dans cette interview, dans ce document, c'est aussi que les enfants parlaient créole et ils ne comprenaient que le créole. Et leurs parents aussi, on entend un peu la grand-mère de Magali qui s'exprime. Bon, elle parle bien, on comprend bien ce qu'elle dit, elle a un petit accent, mais au moment où les enfants ont été déplacés, enlevés, et amenés en métropole,
le langage qui était utilisé, c'était le créole. Et quand les familles ne comprenaient rien à ce que disaient les travailleurs sociaux, vous voyez, le mot abandon, on ne savait pas ce que ça voulait dire, par exemple, Madame Sabrimoto. Et quand les enfants sont arrivés en métropole, ils ne parlaient que créole. Donc, que ce soit les instituteurs, que ce soit l'environnement, les parents adoptifs, les lieux où il y avait plus ou moins des... C'était pas vraiment comment dire, des repères. Oui, mais on leur parlait en français, ils ne comprenaient rien. Donc, perdre sa langue aussi, c'est perdre une partie de son identité. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses autour de la perte, de la perte identitaire, c'est sûr, et puis de ne pas connaître ses racines. Alors après, bon, ce que vous a expliqué Valérie, c'est aussi tous ces mensonges qui ont tourné autour de ces déplacements d'enfants. Actuellement, le terme employé, c'est le mot transplanté. Hein, les experts nous ont induits, nous ont un peu sensibilisés au terme de transplanté. Parce qu'à un moment, le terme qui était employé, c'était des enfants déportés. Or, eh bien, les personnes qui ont connu la déportation juive se sont manifestées pour dire mais non, la déportation, c'est pas ça. Et nous, quoi. Il y avait un petit peu d'ambiguïté sur le terme de déportation. Mais n'empêche qu'ils ont changé de lieu. Et c'est quand même bien la définition. Dans le dictionnaire, c'est ça la définition. C'est bien la définition. C'est la déportation. Déportation, oui. Déportation, c'est changer de lieu. Mais toute une population, voilà, sans leur accord. Peut-être pour continuer, on peut peut-être déjà mettre en place un échange. Oui. Et puis pour ceux qui auraient des questions, il y aura un micro. On pourrait passer. Et puis voilà, Mireille et Valérie pourront y répondre. Du coup, j'en profite, moi j'ai la première question, j'ai le micro. J'ai vraiment envie de savoir en fait quel effet c'était d'avoir, de retrouver une culture qu'on n'a peut-être même plus, mais d'avoir pour la première fois, en découvrant un peu tous aussi, en arrivant à La Réunion, c'est quoi un peu le sentiment qu'on a? Découvrir qu'on avait une culture et que... Enfin voilà quoi. Quand on arrive à La Réunion, c'est difficile. Difficile, pourquoi? Parce que on ne se sent pas chez nous. Mais en fin de compte, moi par exemple, c'est où chez moi? Est-ce que c'est la Creuse ou est-ce que c'est La Réunion? Alors je me dis, moitié creusoise, moitié créole. Et quand je suis arrivée à La Réunion, nos repères n'y sont plus au bout de tant d'années. Et c'est vrai que les Réunionnais sont très frileux de leur histoire. Je pense par culpabilité. Mais c'est dommage parce que maintenant on est en âge de comprendre, on est en âge de savoir. Pour se construire et se reconstruire, on a besoin de connaître nos racines. Et c'est vrai qu'arriver à La Réunion, on ne se sent pas chez soi. Bon, moi j'y suis restée longtemps, mais je vois des compatriotes qui y sont retournés, ne serait-ce pour avoir accès à leur dossier. Bien souvent, bien sûr, le dossier est vide, ou il a brûlé, ou on n'a pas... Moi, c'est pareil, j'ai pas mon acte d'abandon, donc voilà, il y a plein de... Et ils n'arrivent pas à s'adapter. Pourquoi vous vous rendez compte psychologiquement comme c'est dur de retrouver sa famille et puis de faire connaissance, parce qu'au bout de tant d'années, il faut apprendre à se connaître. Et c'est pas simple. Donc, il y en a qui y retournent, mais qui reviennent parce qu'ils ne se sentent pas chez eux. Et que bien souvent, on dit, voilà, on dit de nous les oreilles mal blanchies. Les oreilles, c'est le métropolitain à La Réunion, on l'appelle le métropolitain, les oreilles. Donc c'est pas facile. Et je vous dis, c'est vrai que les Réunionnais sont assez frileux. Et pourtant, c'est l'histoire de La Réunion, c'est une histoire de France. C'est une page sombre de l'histoire française, c'est la République. Moi, je dis que c'est une affaire d'État.
Donc c'est vrai que dans nos attentes, parce que là le combat continue et on a des attentes, hein, il n'y a pas que les billets d'avion, il n'y a pas que la cellule psychologique, il n'y a pas que la cellule juridique, on va aller aussi à la réparation financière. Au niveau de la fédération, nous avons donc une cellule juridique. On demande aussi que nos retraites soient revalorisées parce que bien souvent les ados ont travaillé sans être déclarés. Enfin voilà, il y a tout le rapatriement des corps, parce qu'il y a certaines familles réunionnaises qui ont envie de récupérer le corps des proches, de leurs proches. Donc voilà, on a plusieurs attentes personnelles, mais il faut que maintenant l'État nous écoute. Est-ce qu'il y aurait des questions? On peut passer le micro et puis... Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit qu'à l'intérieur des associations qui s'occupent de cet événement, il y a différentes orientations. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire un peu les... Tout à fait, c'est-à-dire que nous, à notre niveau, on ne souhaite pas que la réparation financière. C'est vrai que le combat que l'on mène, c'est aussi les retrouvailles. Récemment, il y a une compatriote qui a retrouvé sa famille, toute sa famille grâce à Facebook. Voilà. Pour nous, c'est quelque chose d'important, les retrouvailles. Voilà. Alors que dans une autre association, c'est uniquement la réparation financière. Nous, on ne travaille pas que sur la réparation financière. On a besoin d'écouter tout le monde et d'avoir les attentes de tout le monde. De donner la parole à tout le monde, surtout. Parce que c'est vrai que les billets d'avion, c'est important. Et je vous assure que là, il y a des personnes qui se rapprochent de nous en disant « Moi, je pense faire partie du dispositif. Comment fait-on pour avoir le billet d'avion? Je souhaite repartir sur l'île, découvrir ma famille. » C'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, bonsoir. Bonsoir. Le film que vous avez passé, on l'a vu tout récemment avec mon ami. Et quand je revois ce film, ça crée une révolte considérable en moi. Je me dis, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, l'État est responsable. Et je peux aller jusqu'à dire c'est un crime. C'est un crime parce que, et pour avoir connu un Réunionnais ici, qui m'a raconté un peu, tout petit peu sa trajectoire, et je trouve que c'est une destruction psychologique. Tout à fait. Et les gens sont détruits psychologiquement. Et je connais quelques Réunionnais qui n'osent même pas chercher à savoir parce qu'il y a une souffrance énorme. Et puis l'autre chose, et là je me rends compte aussi, cette histoire est connue quand même depuis un moment. Et parce que j'ai fait 17 ans d'armée, c'est une histoire que je sais qui existait, mais c'est seulement ces dernières années, on voit bien que ce sont 2 ministres de l'Outre-mer qui ont commencé à faire bouger les choses. Exactement. Et voilà. Donc il y a un mensonge considérable, et je voudrais juste poser une question comme ça, parce qu'il y a tellement de questions, mais je vais essayer de poser qu'une. C'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui, les résistances? Est-ce qu'il y a encore des résistances de l'État? Parce que l'État aime bien mentir, aime bien... Et comme vous dites par exemple, on ne veut pas dire déportation, on veut pas dire, on va dire, voilà. Et voilà, même l'État, mais ils sont un peu complices tout ça. Voilà. Donc c'est ma colère, j'ai une colère contenue, mais je voudrais terminer en disant, tout ce que je souhaite, c'est que tous ces gens qui sont encore vivants, tous ces Réunionnais qui sont encore là, qui sont des milliers, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils se mobilisent pour vraiment secouer les choses, faire avancer et demander réparation dans tous les sens du terme. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, ce que l'on veut aussi, c'est que notre histoire soit reconnue crime contre l'enfance égale crime contre l'humanité et aller plus loin grâce à cela. Mais oui, comme c'est une page sombre, c'est une page sombre de l'histoire française qui a beaucoup de zones d'ombre, bien évidemment que notre histoire dérange et qu'on ne veut pas en parler. Donc oui, c'est politique. Donc que ça soit la droite ou la gauche, c'est quelque chose qu'il faut cacher. Mais on n'en restera pas là, parce que ce qui est bien, comme là ce soir, on en parle, vous allez en parler autour de vous. Les télévisions internationales s'intéressent. Le week-end prochain, la NBC vient de New York pour m'interviewer. Il y a TRT World, la BBC, voilà. Donc c'est en parlant
en faisant ce genre de réunion que ça va avancer. Il faut tout d'abord en parler et après, oui, bien évidemment qu'il faut faire des actions et allons-y doucement. Parce qu'il y a déjà quand même eu un procès au niveau européen, c'était il y a 5 ans. Il y avait donc 20 dossiers qui ont été traités et les ex-mineurs ont été déboutés pour prescription quadriennale. Donc, nous pensons qu'il est important que notre histoire soit reconnue crime contre l'enfance, crime contre l'humanité, pour pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Bonjour, moi en fait je suis réunionnaise et donc cette histoire je la connaissais aussi un peu. Je voulais peut-être donner quelques petites précisions, pas par rapport à l'histoire bien sûr, qui vous l'avez très bien exprimée et on sent encore l'émotion dans ce que vous avez vécu encore aujourd'hui. Moi je faisais partie d'une association qui s'appelle Racine CAF et qui en fait avec Ghislaine, Bessière et Philippe, donc on avait aussi une communication autour de cette histoire parce qu'il y a aussi des enfants de la Creuse dans l'association. Après, bien sûr, comme partout, on n'arrive pas à toucher le plus grand public, ça demande beaucoup d'énergie, voilà, on n'a pas les mêmes capacités, mais à échelle moyenne, on essayait à chaque fois qu'il y avait une manifestation, une conférence, d'en parler, parce que justement, c'est important que tout le monde sache, et je pense que voilà, ça continue du côté de la Réunion aussi, à essayer aussi de participer, de faire bouger les choses en ce sens. Donc, Ghislaine et Philippe font partie de Racine en l'air, je fais partie de Racine et j'ai travaillé beaucoup avec eux. Donc on a fait beaucoup d'actions sur l'île aussi, mais c'est vrai que c'est pas facile à la Réunion, je trouve, c'est pas facile de mobiliser les Réunionnais. Mais c'est vrai que quand on entend des Réunionnais nous dire « Oh là là, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'autorouse, comme on dit à La Réunion, la fameuse autorouse, est-ce que c'est un mythe ou pas ?» Eh bien oui, il y avait une voiture qui parcourait l'île à la recherche d'enfants et des fois les enfants se cachaient de peur d'être embarqués par cette voiture. Ça me donne des frissons parce que je vous assure, alors on se dit pourquoi nous? Bah oui, c'est vrai qu'ils allaient vers les familles pauvres, que nos parents étaient illettrés et donc ils ont promis à ses parents d'envoyer leurs enfants, qui reviendraient tous les ans. Et arrivé en métropole, il n'y a plus aucun suivi. Il y a eu un rapport de l'IGAS en 2002, on devait retourner sur l'île tous les ans. Vous vous rendez compte un peu? Tant d'années de perdus. Et quand ils faisaient signer les papiers... On disait la DAS autrefois, maintenant on dit l'ASE. Les DAS, tout ce qui était monde politique, monde administratif, ils étaient sous la coupe, voilà. Et puis, ce qui a été aussi... c'est pour ça que les Réunionnais, souvent, ne sont pas très à l'aise avec cette histoire, c'est qu'ils ont participé, ils ont été rémunérés, certains, bien entendu, certains ont été rémunérés pour chercher des enfants en difficulté, des familles en difficulté. Hein. Soit qu'il y avait des familles monoparentales ou des familles... c'était des familles pauvres, là, quand on discute avec Valérie ou avec Sissi, Sylvie que vous avez vu, Jean-Thierry, Jean-Bernard, etc. et bien d'autres. Quand ils ont découvert leur famille, c'était des familles très pauvres qui vivaient dans des cases. Et la réflexion qui a été menée, si on peut parler de réflexion, mais en tout cas le projet qui a été mis en place ne tenait pas compte. Ils ont réfléchi à partir d'un ethnocentrisme, c'est-à-dire ils regardaient les enfants. Bien sûr, il y en a qui étaient cul nus, hein, si on veut dire, comme elle l'a dit aussi, Sylvie, ou qui mangeaient mal, tu parlais de malnutrition, mais c'était observer ces phénomènes-là d'un point de vue franco-français, à l'intérieur, avec les mêmes repères, donc ethnocentriste. Hein.
Alors que les enfants, la plupart du temps, ils étaient nourris par la grand-mère qui habitait à 500 mètres, par des cousins. Voilà, il y avait un aménagement local qui faisait que les enfants, cas un cas, ils grandissaient, mais dans leur environnement. Ils auraient mieux fait d'aider les familles sur place Voilà. que de nous Voilà, c'est ça que transplanter. Parce que ça n'a rien, en fin de compte, ça n'a rien résolu. Strictement rien. De quel droit peut-on décider du bonheur d'un enfant? De quel droit peut-on décider du bonheur de la vie d'un être humain? Nous avons été transplantés comme des objets. Nos droits d'enfant ont été bafoués. Là, maintenant, il est temps qu'on nous écoute. On nous a donné la parole. C'est vrai qu'avec le gouvernement de Hollande, on nous a donné la parole, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Parce qu'on vieillit. J'ai des compatriotes qui sont psychiatriques comme ma sœur. J'ai des compatriotes qui sont décédés comme mon frère. Il y a beaucoup. Voilà. Combien sommes-nous qui sont en vie? Combien sommes-nous? Où sont-ils? Ça, donc les experts travaillent là-dessus, savoir faire un recensement, mais là ça va être très 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 difficile. Et bon, là c'est vrai qu'ils ont accès à la totalité des dossiers maintenant, les portes sont ouvertes, mais bon, on sait très bien qu'on n'aura pas tout. Moi, quand j'ai obtenu mon dossier, il y avait ça, quoi. Alors qu'en réalité, je suppose qu'il doit y avoir ça. C'est vrai que, par exemple, mon adoption aurait dû être statuée à La Réunion, elle a été statuée à Guéret. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des institutions qui sont mêlées là-dedans. Il n'y a pas que... Et là, je sais que par les experts de la Commission nationale, que quand ils vont faire le bilan final, l'histoire est à refaire. C'est tout ce que je sais, l'histoire est à refaire. Donc on attend impatiemment. A priori, on va avoir des découvertes assez impressionnantes. Comme par exemple à La Réunion, un foyer où ils ont trouvé des cachots. C'est-à-dire que les enfants étaient enfermés dans des cachots. Et ça, je pense, voilà. C'est vrai que ça donne des frissons et beaucoup d'émotions. Mais moi, je reviens sur le BUMIDOM, Bureau migratoire des DOM. C'est vrai qu'ils se sont servis, c'était des adultes consentants, mais ça s'est mal passé aussi. Bon, mais c'était des adultes et ils se sont servis du BUMIDOM pour après, transplanter les enfants. Et on dit La Réunion, mais il y a aussi la Martinique. Il y a eu des cas d'enfants en Martinique, en Guadeloupe. Mais là, La Réunion, ce qu'il y a, c'est qu'à La Réunion, il y a une enquête. Quand en Martinique, en Guadeloupe, il n'y a pas d'enquête et ils sont beaucoup moins nombreux. Mais il y en a, il faut le savoir. Merci. Moi, j'allais poser la question au niveau de l'enquête, justement, des complicités. Vous parliez des complicités à La Réunion, mais du fait de l'acte de naissance français, il y a forcément des complicités en France aussi. Est-ce que là, ça fait partie de l'enquête est-ce que vous avez déjà des éléments là-dessus? Parce que ça peut... ces complices-là aussi doivent avoir des éléments à fournir, j'imagine. Bien évidemment qu'il y a les départements où nous avons été reçus, certainement les tribunaux. Je vois là, les experts sont allés à Guéret récemment pour rechercher les dossiers dans les archives, aux archives de Guéret. Ils ont été, le premier jour, mal reçus parce qu'ils ne voulaient pas. Mais étant donné qu'ils ont maintenant le pouvoir là, avec le ministère des Outre-mer, ils ont été obligés de donner d'ouvrir les archives. Et là, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup plus de dossiers que prévu. Donc, bien évidemment, il y a tellement de zones d'ombre qu'il faut cacher tout ça. C'est pas bon du tout. Oui, en métropole, mais il y a, oui, bien sûr que les institutions en métropole, les pouvoirs politiques, tout le monde est mêlé là-dedans. Je pense que ce ne doit pas être facile non plus pour vos enfants. Comment vivent et affrontent ce problème vos enfants? Alors oui, c'est vrai qu'il faut parler de la génération actuelle, de nos enfants qui ont vécu avec nous, parce que quelque part,
Il y a eu beaucoup de traumatismes hein, chez nous et nos enfants ont souffert. Bien évidemment qu'ils ont souffert. Ils en souffrent encore aujourd'hui. Ils ont ce besoin de connaître leurs racines, d'aller à la Réunion et de connaître nos histoires. Moi, c'est vrai, ben, j'avoue personnellement que j'ai menti à mes enfants pendant des années. J'ai reproduit ce que j'ai vécu. Et ça, c'est... Voilà. J'ai reproduit ce que j'ai vécu dans le mensonge, alors je leur ai menti pendant des années. Et il n'y a que, allez, disons, je veux dire, une dizaine d'années qui sont au courant. Et là, aujourd'hui, ils me soutiennent. Ils nous soutiennent, nos enfants nous soutiennent. Ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé. De connaître leurs origines, parce que ce sont leurs origines aussi. Hein. Moi, je voulais juste savoir si vos parents adoptifs, en fait, comment ils ont réagi et s'ils vous ont accompagné dans vos recherches, comment ça s'est passé. Et après, je voulais savoir si, au niveau médiatique ici, vous avez contacté des gros médias ou pas pour en parler. Et je pense notamment à Mediapart, par exemple, qui pour moi, reste un média, enfin en tout cas, est le média intéressant pour ce genre de problématique. Alors moi, en ce qui concerne mes parents adoptifs, donc ils m'ont menti pendant des années. Quand j'ai appris que j'avais été adoptée, j'ai ressenti de la colère. Et quand je dis de la colère, je peux vous assurer, j'étais dans une colère mais noire. Et après, ça s'est apaisé. Mais mes parents, je pense qu'ils m'ont protégée, enfin ils m'ont protégée, ils m'ont menti par amour, parce qu'ils avaient peur de me perdre. Mais ils refusaient complètement que j'ai des contacts avec la Réunion. Après, quand j'ai su, ma mère ne voulait pas que j'aille à la Réunion. Pour elle, c'était inadmissible. Tu es creusoise, tu n'es pas réunionnaise. Et par contre, oui, ils m'ont aidé à retrouver mes frères et sœurs, ils ont accepté les échanges, mais comment voulez-vous qu'on ait une relation fraternelle quand on a vécu autant d'années loin les uns des autres? On n'a pas vécu ces jeux d'enfants, ça a été dur. C'est vrai que les retrouvailles souvent sont dures. Et oui, les médias, depuis la résolution, il y a quand même eu beaucoup de médias qui en parlent encore aujourd'hui. Mediapart, on n'a parlé récemment, c'est l'année dernière, je crois. Oui, toutes les télévisions, France 2, TF1, Canal+, France O, Arte. Mais avec des débats, parce que par exemple, oui, ils ont des débats qui sont beaucoup regardés sur Internet. Ouais, là on attend un débat sur c'est dans l'air, c'est ça. Voilà, donc on avance, on avance. Là, je vous dis, il y a bientôt les chaînes internationales, mais oui, là c'est une histoire qui intéresse, hein. Parce que bon, c'est quels sont nos ressentis là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on... Franchement, là, je peux vous dire, vous voyez là devant vous, oui, Valérie Andanson est forte, des fois je m'appelle Marie-Germaine, pensez pas. Mais je peux vous assurer qu'il y a des moments, quand je me regarde ou quand je pense, je pleure parce que l'État français nous a volé notre enfance. Oui, on parlait de complicité. Est-ce que lors des recherches, il est prévu de mettre à jour aussi le rôle de l'Église? Parce que à travers le reportage, la religieuse dit bon, on n'était pas d'accord. Et dans d'autres reportages, on a vu que certaines disaient bon, on ne savait pas, bon, ce dont on doute fort. Donc, est-ce qu'il y a une recherche et est-ce qu'il y a une remise en question de l'Église par rapport à ça aussi? Nous pensons sincèrement que l'Église est appliquée. Voilà. Quand on voit le documentaire Une enfance en exil de William Cali, oui, voilà, non, nous sommes vraiment, même si les sœurs qui sont adorables, je les ai rencontrées, disent qu'elles ne sont pas au courant, mais bien sûr que l'Église est appliquée. Donc nous espérons que les experts de la Commission nationale apportera des éléments là-dessus. D'autres questions?
Alors, je suis toujours sensible à notre politique outre-mer. Et est-ce que nos politiques outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, vous supportent, vous aident et à travers ce qu'ils portent à l'Assemblée nationale? Et est-ce qu'ils sont vraiment en combat avec vous? Et comment vous les vivez? Est-ce que vous les rencontrez régulièrement? Et qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là, ce milieu politique outre-mer? Bah écoutez, là récemment, nous étions invités à c'était le 10 mai, là, on était donc à l'abolition de l'esclavage. Et donc nous avons rencontré des télévisions, la Martinique, tout ça, mais bien, et il y en a encore qui ne connaissent pas l'histoire. Alors oui, maintenant, moi j'ai des contacts en Guadeloupe, en Martinique, et ils ont envie de faire des débats là-dessus, mais c'est vrai que c'est récent. Enfin, c'est récent, non, ça fait longtemps que nous sommes dans le combat, mais ça se sait que depuis peu. Il faut savoir que cet exil a commencé en 1966 et s'est arrêté en 1982. C'est donc François Mitterrand qui a arrêté ce transfert d'enfants. Moi, je souhaiterais réagir en fait parce que il y a aussi notre histoire, un scandale d'État dont on ne parle pas beaucoup à La Réunion aussi. Ça se passe à peu près dans les mêmes années. En plus, sous le gouvernement Debré, ce sont des femmes qui seront qu'on fera avorter et stériliser à leur insu en fait. Voilà pour dire, c'est vrai que quand il s'agit des Outre-mer, il y a souvent cette politique un peu qui est pas très claire, cachée, très sombre, et presque comme si on était des citoyens de seconde zone en fait. C'est vraiment ça en fait. Et voilà, pour dire que Debré aussi été impliqué dans cette histoire-là, en fait, de ces femmes qui étaient stérilisées et qu'on faisait avorter. On commence à en parler, là. Pardon ? On commence à en parler, hein, voilà. mais c'est vrai qu'il y a eu ce cas-là aussi. Hein, on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Quoi. Alors c'est vrai qu'on mène le combat que plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça. C'est là, et là je m'adresse aux parents, imaginez là vos enfants, 3 ans, bébés, il y avait même des bébés. Les services sociaux viennent frapper à vos portes et emmènent vos enfants, vous les revoyez 30, 40, 50 ans après. Ou pas. Donc plus jamais ça. Et là, c'est vrai que nous sommes là pour en témoigner et c'est bien, quoi. Quelqu'un veut réagir? Michel, vous voulez réagir? Bonjour. Alors, cette histoire des enfants de la Creuse me touche personnellement beaucoup. Parce que je suis aussi un enfant de la DAS en fait. Et en faisant mon enquête, je me suis rendu compte qu'effectivement ma mère avait signé des papiers dont elle ne savait pas qu'elle avait signé. Donc je suis de mère guadeloupéenne et de père martiniquais. Et donc j'ai aussi connu, titre personnel, on m'a changé de nom, on m'a changé de lieu de naissance. Et aussi j'ai connu effectivement tout ce qui est brimade, humiliation, sévices, beaucoup plus encore. Tout ça avant l'âge de 6 ans. Puis les orphelinats, j'ai connu une quinzaine de familles d'accueil. Voilà. Quand j'ai fait mes recherches personnellement, j'ai retrouvé mes parents, j'avais une trentaine, plus de 30 ans. Quand j'ai retrouvé mon père et ma mère en Martinique, ils sont tous les deux en Martinique aujourd'hui. Non, ma mère est en Guadeloupe et mon père en Martinique, je les ai découverts il y a une dizaine d'années pour moi. Donc c'était un choc, surtout quand j'ai retrouvé mon père, que je ne connaissais pas, que j'ai vu un homme comme moi, un peu plus vieux. Mais je suis boxeur, s'il était un ancien boxeur, je m'intéresse beaucoup à traite négrière et esclavage, il s'intéressait beaucoup à traite négrière et esclavage, donc c'est assez impressionnant de deux hommes qui ne se connaissent pas et pourtant ils sont liés, voilà. Tout ce qui me semble important dans ce genre d'histoire, que ce soit une histoire personnelle, l'histoire de la Creuse, c'est de montrer comment des institutions racistes ont pu ont détruit dans le temps, sous le temps de l'esclavage, sous le temps des enfants de la Creuse, sous le temps du Gumidom, mais encore aujourd'hui détruisent des vies entières, des familles entières, avec des gens qui sont blessés à vie. Et c'est ça, quand aujourd'hui j'ai voulu créer le comité traite négrière et esclavage, voilà, c'était aussi pour combattre ce racisme institutionnel, ce racisme d'État qui fait que
des familles entières, voire même nos enfants, parce qu'ils ont subi sa conséquence, peuvent être détruits à cause de paternalisme, de préjugés et de racisme. Voilà. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que nous espérons aussi que le combat que l'on mène là pour notre histoire puisse servir au présent. Parce que si nous arrivons à obtenir que notre histoire soit reconnue crime contre l'enfance, je pense que ça servira au présent. Qu'il soit reconnu comme un crime contre l'humanité, ça fait que c'est un crime imprescriptible. Ça permet de faire juger les responsables. Je connais les cas de l'Argentine, j'imagine que pour les victimes c'est une situation difficile, mais il y a des responsables qui doivent rendre compte. Exactement, il y a des responsables qui doivent rendre compte, mais là ça serait une première en France, hein. Crime contre l'enfance, il n'y a pas, ça n'existe pas, ça serait une première. Donc si nous y arrivons, et j'espère que nous allons y arriver, on fera tout pour cela, et bien voilà, on aura fait quelque chose de bien, quoi. Même pour les placements abusifs actuels. Si tu aurais d'autres réactions. Ouais. Désolée, je parle beaucoup. Moi, vous disiez plus jamais ça, en fait, cette histoire me fait penser aussi, il n'y a pas très longtemps, à cette association humanitaire qui allait dans je ne sais quel pays d'Afrique et qui prenait les enfants, et il n'y a pas encore très longtemps. Et quand Michel dit que c'est l'arche de Noé, oui, et c'est quand et donc c'est quand on parle de quelque chose qui est basé sur un racisme, je crois que c'est ça, c'est ce genre c'est le racisme qui fait qu'on en arrive à de telles choses, quoi. Donc ce qui prouve que c'est une histoire ancienne entre guillemets, mais qu'on peut encore le vivre encore aujourd'hui. Donc c'est bien de se battre, de faire reconnaître ça, et après de lutter pour que ça ne se reproduise pas. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il y a une polémique autour du terme de déportation. Oui. Donc je voulais savoir s'il a été convenu d'un terme, ou est-ce qu'ils vont attendre en 2018 justement pour convenir d'un terme en ce qui vous concerne. Alors le terme qui a été retenu, c'est le terme transplanté. C'est retenu par qui? Alors, par la commission des experts. Philippe Vital, qui est président de la commission nationale, donc sociologue à Aix-en-Provence. Non, pour lui, ce n'est pas une déportation. Donc, mais on l'emploie quand même, hein, nous. Hein. C'est pas pour autant que quand on est devant la caméra, on n'emploie pas ce mot-là. Hein. Je ne vois pas pourquoi, puisque pour nous, oui, c'est une déportation. Quels sont les arguments pour dire que... Ah ben les arguments, c'est systématiquement, on ne peut pas faire référence à la déportation parce que on parle tout de suite de la Shoah et nous ne sommes pas exterminés. Et ben oui, et ben c'est cet argument-là que l'on prend à chaque fois que qu'on nous parle de déportation. C'est donc toujours cette fameuse histoire de la concurrence mémorielle. C'est ça. Voilà. Moi, je voudrais dire deux choses. Que ce phénomène-là, il n'est pas seulement français. On peut dire qu'il est peut-être européen, mais il n'est pas seulement français, puisque les Anglais ont fait la même chose en Australie et au Canada. Autre chose que je voulais dire, c'est que la finalité de la chose, elle est totalement politique, puisqu'on constate que la politique du Bubidome a été mise en place juste après les événements de décembre 1959 à la Martinique. Lorsque les Martiniquais, les jeunes Martiniquais étaient nombreux qui ne travaillaient pas, puisque le sucre de betterave avait gagné la concurrence par rapport au sucre de canne, et donc les usines fermaient,
Et il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvaient sous la savane de Port-au-Prince, qui n'avaient pas de boulot. Voilà. Et donc, en même temps, il y avait Cuba. Il y a Cuba avec Fidel Castro, les idées du Parti communiste. Il y a eu l'Algérie, ça chauffait en Algérie. Donc, il ne fallait pas que ces jeunes-là, ils grandissent parce qu'ils allaient mener révolution en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion également, comme vous l'avez bien dit. Donc, c'est l'axe central de cette histoire, c'est politiquement, comme on voulait garder le pays, on voulait que le pays reste français, et donc on y allait jusqu'à cette absurdité ou jusqu'à ce crime que vous appelez crime contre l'enfant. L'Angleterre, les Anglais ont demandé pardon à ces enfants. Et nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que l'on aille au plus haut. Que la France nous demande pardon. Et donc, nous souhaitons que le nouveau président nous reçoive. Et en parlant de mémoire, je crois qu'il est important qu'il y ait des lieux de mémoire pour nous. Donc, nous espérons qu'il y en ait un sur Paris. Récemment, nous sommes allés à l'ouverture de la Cité des Outre-mer, donc pourquoi pas. Et un lieu de mémoire à La Réunion, parce que la mémoire, c'est important. Et nous espérons, et je pense que ça c'est gagné, notre histoire va rentrer dans les manuels scolaires. Et ça deviendra objet d'étude aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées par la question des thèses et sur le plan humain, dans les livres d'histoire, ça paraîtra. Je pense que ça sera dans les 7. Il faut compter 7 ans. Il faut compter à peu près 7 ans le temps que ça se mette en place. Mais ça va être assez rapide et le temps que les livres d'histoire soient refaits. Voilà. Au moins 7 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de films documentaires sur des récits Énormément. Énormément. Là, bon, je vais vous donner une petite carte. Vous allez sur le site Racines en l'air ou sur le site de la FED. Vous allez voir beaucoup de bouquins. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de documentaires. L'année dernière... Je ne parle pas de reportage télé, je parle vraiment du cinéma documentaire. Ah oui, mais alors là, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. J'ai eu des contacts récemment, donc il va y avoir... Là, le 21, on est à Guéret, donc France 3 Aquitaine va diffuser le court-métrage à court d'enfants, qui a été primé aux États-Unis, et après, avec un débat. Oui, je pense que nous espérons qu'il y ait un film, carrément, pourquoi pas un vrai film sur notre histoire. Et il y a aussi Marion Feldman, qui est psychothérapeute, c'est ça ? Psychologue, chercheur, qui est en train de faire un dossier sur nous, pour qu'on ait un support. Parce qu'il y a tellement de traumatismes qu'on a besoin de ce support-là, si on veut, par exemple, même ne serait-ce qu'aller à la réparation financière. Voilà, donc... on est un bon support. La liste que vous aviez dit, vous aviez une liste, où il y a une liste qui est en train de se constituer par rapport à tous ces enfants qui ont été déportés en direction d'un champ. Donc, est-ce que, et aujourd'hui, vous estimez combien les gens qui ont été listés? Alors là, les experts sont en train de travailler là-dessus et c'est un travail de fourmi, hein, franchement. Hein. Et bon, on sait qu'il y a au moins 2150, mais moi, enfin, nous pensons, nous sommes beaucoup plus que ça, parce que j'ai une compatriote qui a parce que quand on est parti de La Réunion, on avait un numéro de matricule. Hein. Moi, j'avais le numéro de matricule 600 et quelques, et arrivé en Creux, j'ai changé de numéro de matricule, bref, et j'ai une compatriote qui a le numéro 4000 et quelques. Donc, on ne sait pas. Il faut qu'il y ait une étude. Mais cette liste va quand même nous servir parce que je peux vous assurer qu'encore aujourd'hui, il y a des parents qui recherchent leurs enfants et les enfants qui recherchent des parents. Donc ça va quand même nous aider à retrouver les origines de chacun d'entre nous. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Parmi ces experts, y a-t-il des Réunionnais Oui. Il y a des Réunionnais okay. Tout à fait. Donc il y a 5 experts. Bien sûr. Il y a 5 experts, dont Wilfried Bertil qui est réunionnais, Gilles Gauvin qui est réunionnais et Prosper Eve.
Donc sur 5, il y en a 3. Oui. Alors voilà, Gilles Gauvin, lui, l'historien. Philippe Vital, il est sociologue. Wilfried Bertil, ancien géographe. Michel Verneret, lui, est ancien de la DAS. Voilà. Et il a connu les inspecteurs qui ont fait ce fameux rapport de l'IGAS. Donc ils ont pu récupérer des dossiers grâce à Michel Verneret. Et puis Prosper Ève, il est historien. Moi je me posais la question, si à peu près un matricule qui va jusqu'à 4000, comment se fait-il que les chiffres donnés sont de 2000? D'où est-ce qu'ils sortent en fait? Eh ben, là, ils se sont appuyés sur les dossiers qui sont trouvés à La Réunion. C'est-à-dire que le départ, tout se trouve à l'île de La Réunion, au conseil départemental de La Réunion. Donc ça, mais ils se sont basés sur ce qu'ils ont trouvé là-bas. Mais je pense qu'en allant chercher dans les départements de la métropole, comme le Tarn, la Creuse, le Gers, ils vont dans les archives, Montpellier, ils vont dans les archives, donc peut-être que là, ils vont découvrir autre chose. Aujourd'hui, Philippe Vital nous a dit l'histoire est à refaire. Là. On attend impatiemment février 2018. Le chiffre communément admis pendant des années, c'était 1615 enfants. Et depuis le travail, depuis que la commission a commencé à faire des recherches et à avoir la permission, l'autorisation d'aller dans les archives, le chiffre est monté à 2150. Alors, voilà. Après, ils recherchent que ici, en fait. Ils ont accès aux archives ici en France. Oui, aussi, bien sûr, et à La Réunion. Mais est-ce que dans d'autres pays, il y a la même chose qui se fait? Parce qu'il y en a qui sont, enfin, je sais pas, qui sont peut-être après partis dans leur trajectoire d'adulte. Il y en a qui savent. Oui, mais la base est à La Réunion, donc c'est dès le départ. Alors la liste, cette fameuse liste, normalement, on devrait avoir le nom et le prénom d'origine, et en face, le nom et le prénom d'adoption. Et savoir, ils vont essayer de savoir où sont ces victimes, mais c'est pas dit que ça se fasse, parce que là, c'est tellement titanesque, quoi. Il nous faudrait peut-être l'appui de, je sais pas, moi, pourquoi pas des facultés, enfin, que les jeunes s'intéressent à notre histoire, qui nous aident. Peut-être dans chaque département qu'on ait des appuis. Comment est-ce que les Creusois, les Drômois investissent cette histoire? Est-ce qu'ils se considèrent comme des coupables, qu'on leur a plus ou moins imposé, peut-être ça, ou bien est-ce qu'ils se considèrent comme des victimes? Est-ce qu'ils investissent ça dans l'histoire de leur département? Oh là, que non. Ça ne plaît pas du tout dans la Creuse, ça ne plaît pas. Combien de fois nous avons essayé d'avoir des témoignages de familles d'accueil, refus total. Nous savons aussi que l'assistante sociale, Madame Payette, qui a orchestré tout cela, est encore en vie. Elle vit dans le sud de la France. Elle claque la porte systématiquement. Non, c'est beaucoup de culpabilité. Hein. Donc voilà, ça ne plaît pas du tout. Et ma dernière question, je vais quand même la poser, ce serait, il semblerait que ces enfants, souvent, ont été mis dans des familles, dans la France profonde, dans les campagnes. Tout à fait. C'est vrai que la Creuse, c'est la Creuse, quoi. Donc le froid, on est arrivé dans la Creuse avec nos savates de doigts au mois d'octobre, voilà. Donc oui, c'est un trou, hein. C'est un trou perdu, quoi. Mais bon, voilà. Je peux vous assurer qu'il y a quand même encore des Réunionnais en Creuse qui se sont adaptés, bien obligés de s'adapter, de toute façon, puisqu'on a fait nos vies là-bas. Donc ils se sont